Bon lundi, bon début de semaine flambant neuve. Bienvenue au FM 93 à Québec. Bienvenue au 106.9 en Mauricie et au centre du Québec. Jérôme Landry, Jonathan Trudeau, Alexandre Tétrault. Jonathan qui me donne un petit peu mal aux yeux avec son chandail rouge du Canadien. C'est le retour du sanctuaire, mais sanctuaire juste sur moi. Ouais, j'ai pas apporté tout le reste de mes trucs du Canadien. Là. J'ai mon petit Josh Anderson bobblehead, ma casquette, mon... En passant, c'est mon Josh Anderson, ça, bobblehead. Oh, ben ça, je me le suis approprié. Dupont me l'a donné, c'est mon Josh Anderson. Un des joueurs que j'apprécie le plus chez le Canadien. Hey, pas de fâche, je suis bien content pour vous autres, les fans du Canadien, sérieusement, là. Ça met une belle ambiance au Québec. C'est du positif. C'est bon pour les bars sportifs. C'est bon pour la radio aussi, on va se le dire. Ben oui. C'est très, très bon pour nous chez Cogeco, étant les détenteurs des droits. C'est bon pour notre invité aussi, parce que ça porte à boire, tout ça. Exactement ça. On va tout de suite attaquer le vif du sujet avec nous en studio pour jaser un peu de l'avenir de la Société des alcools du Québec. Il est le PDG de la SAQ avec nous en studio, M. Jacques Farcy. Monsieur Farcy, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'être là, M. Farcy, puis on apprécie toujours votre disponibilité. Puis j'ai le goût de commencer. On va clairer l'histoire des boîtes en partant, là, avant de parler d'avenir et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les boîtes? À un moment donné, on avait compris qu'on n'aurait plus de boîtes à la SAQ. Vous avez reculé sur cette décision-là. Là. C'était quoi l'intention derrière ça? Puis pourquoi vous avez décidé de reculer? L'intention initiale, c'était d'optimiser nos coûts. Chaque année, le fait de remettre des boîtes à nos clients coûte à la SAQ 1 million de dollars. Donc, l'idée originale, c'était ça. Mais rapidement... on a fait face, j'ai constaté qu'on faisait face à un mur d'incompréhension et donc j'ai annoncé que l'annonce avait été faite aux équipes jeudi, puis elle est devenue publique très vite avant même qu'on puisse expliquer comment on allait accompagner les clients. Et donc dimanche soir, j'ai pris la décision que lundi matin, on annoncerait qu'il y aurait toujours des boîtes de carton disponibles. Mais comment ça peut coûter 1 million de dollars en ce sens que moi, je prenais pour acquis que c'était les caisses de vin qu'on mettait sur les tablettes qu'on rendait disponible après pour que les clients repartent avec? Est-ce que ça veut dire que vous achetiez des caisses vides? Ou... Non, en fait, les règlements au Québec, et puis c'est pas vrai juste pour la SAQ, c'est vrai pour tous les commerces de détail, font que dès qu'on remet en circulation de la matière, peu importe qu'elle ait été déjà utilisée, on doit payer une taxe et l'équivalent, c'est 1 million de dollars. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura toujours un carton disponible pour nos clients. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que je vous ai amené à chacun une caisse recyclable. Ah! Donc, voilà. Ben oui, moi, je vais en avoir besoin. Voilà. Mais je disais, M. Farcy, en dehors des ondes, en fait, je vais transformer mon commentaire en question, M. Farcy, parce que moi, j'en ai un sac comme ça, Jérôme, et je l'aime vraiment beaucoup. Mais je pense pas toujours à l'apporter parce que j'ai la facilité de prendre une boîte de carton à la SAQ. Puis je faisais le comparatif avec les sacs d'épicerie. Moi, j'ai été très, très, très réfractaire aux sacs réutilisables. Aujourd'hui, surtout avec les caisses libre-service, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai pris un sac en carton ou un sac en plastique jetable. J'ai toujours mes sacs avec moi. Donc, la question, M. Farcy, c'est si vous aviez persévéré, est-ce que ça n'aurait pas fait un peu comme avec les sacs d'épicerie où, à un moment donné, l'habitude se serait prise? On se souvient qu'en 2009, c'est ce que la SAQ a fait. On avait été précurseur à l'époque en retirant les sacs plastiques à usage unique. Il y avait eu à accompagner le changement, mais ensuite ça avait fait la fierté de tous, à la fois les employés de la SAQ, mais aussi, je pense, les Québécois qu'on ait été capable de poser ce geste collectif. J'ai appris aussi ce qu'on avait en tête. À transporter 5 bouteilles en même temps. J'ai développé mes techniques aussi. Voilà. Mais ça va être pratique. Je suis rendu un bobo de la Haute-Ville. Fait qu'il y a un beau sac comme ça avec des poignées. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, vu qu'on est à la radio, c'est que c'est un sac, les parois sont rigides, en tout cas plus rigides, absolument. Mais il se plie, parce qu'on peut, comme le fond aussi se plie. Exactement. Donc, ça vient plop. Puis après ça, quand tu en as besoin pour l'ouvrir, le déployer, c'est super facile. Les poignées, c'est très, très pratique. Vous avez votre plan stratégique 27-30 devant vous, M. Farcy. Je veux qu'on parle justement de l'avenir de la SAQ. Moi, j'ai salué les nouvelles zones SAQ. Par exemple, dans les maxi, certaines épiceries. Est-ce qu'on va avoir ça aussi dans les Costco à Québec? Parce que là, il y a un Costco, c'est celui quand on sort du pont Victoria, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on aura également des zones SAQ dans les Costco à Québec? Non, en fait, le Costco de la rue Bridge à Montréal est le seul qui était dans un trou de marché. Donc, on a fait un appel d'offres, comme pour toutes les zones SAQ. Costco a répondu à l'appel d'offres. Et donc, il a gagné la zone SAQ dans cette zone-là. Mais dans tous les autres Costco au Québec, il y a une SAQ qui est très, 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 très proche. Donc, il n'y a pas de trou de marché près des autres Costco. C'est quoi le plan, justement, avec les zones SAQ et tout ça? Diversifier le marché? Est-ce que, tu sais, il y a peut-être des gens un peu cyniques qui vont se dire, oh, la SAQ fait un petit peu moins de dividendes, donc ils doivent
vendre plus d'alcool, ce qui est des fois un peu contre-intuitif. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, avec ce réalignement-là? Alors en fait, il y a deux choses au cœur de notre plan stratégique. Le premier, c'est que l'essentiel de ce qu'on veut livrer se passe dans nos succursales, même s'il y a effectivement les zones SAQ. Et la vision qu'on en a, c'est d'offrir un accès inégalé à la plus grande variété de boissons alcooliques. Et quand on parle d'accès, ça se passe, comme je le disais, essentiellement dans nos succursales, mais on constate aussi que les Québécois aujourd'hui veulent des besoins de commodité. Parfois, c'est la même personne qui a énormément de plaisir à être en mode magasinage à certains moments, mais parfois on est en mode mission. Il faut que ça aille très vite, j'ai besoin d'une bouteille très vite. Et dans ce cadre du dépannage, on a estimé qu'il était utile de créer ce qu'on a appelé les zones SAQ qu'on est en train de déployer. Mais ça restera toujours une très faible, infinitésimale petite part de nos ventes. On estime que les zones SAQ, à terme, ça fera toujours moins de 1% de nos ventes. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas place dans votre tête à une expansion de ça? Pourquoi être fermé à en rajouter? Parce que, comme je le disais, les succursales sont au cœur de notre stratégie et qu'on livre déjà un très bon service dans nos succursales. On est présent à la grandeur du Québec et quand il s'agit d'expérience, de découverte, eh bien, nos équipes sont les mieux placées pour faire ce travail-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, je vous donne un scénario qui me trottait dans la tête avant de vous recevoir, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire des économies en disant, regarde, on pourrait peut-être fermer quelques SAQ, là, le syndicat m'aimera pas. On ferme quelques SAQ, puis on va mettre ça des points de vente dans des épiceries avec des employés de l'épicerie qui opèrent la zone SAQ, tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire des économies avec ça? Alors, on est toujours attentif à comment on peut être plus efficace, mais évidemment, ces zones SAQ, il faut qu'on les rémunère pour le service qu'elles donnent. Ouais. Et donc, l'un dans l'autre, il n'y a pas forcément une différence majeure d'aller vers des zones SAQ ou vers des succursales. Donc, non, l'idée que vous avez est une bonne idée, mais pas pour nous ici au Québec, parce que nos succursales sont déjà très présentes, et je le redis, on fait un très bon job, on a un score de satisfaction clientèle qui est très élevé, nos équipes se donnent à plein pour faire ça, et on veut s'assurer que ça puisse continuer. Quels produits on va trouver? On va retrouver dans ces fameuses zones-là, c'est les produits plus populaires, j'imagine? Mais ça, en fait, la question que bien des gens vont se poser, c'est est-ce que ça va être des produits de qualité? Parce que, sans rien enlever aux épiciers et tout ça, bon, des fois, les vins qu'on retrouve dans une épicerie, c'est pas nécessairement les vins que tous veulent consommer. Bref, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces zones-là? Alors, dans ces zones SAQ, c'est 30 à 40 produits de la SAQ. Dans chacune des catégories, c'est parmi les meilleurs vendeurs, les produits de dépannage. Donc, vous allez retrouver des bulles, des vins blancs, des vins rouges, quelques spiritueux, des prêts à boire. Oui, exactement. Okay. Donc, mais il n'y aura pas de profondeur, il y aura pas, vous n'aurez pas de découverte dans ces zones-là. La découverte, le lancement de nouveaux produits, je dirais toutes les gammes allongées, c'est évidemment dans nos succursales que ça se passe, et sur SAQ.com aussi, puisqu'au cœur du plan stratégique, on va livrer le centre automatisé à Montréal d'ici 2028. Ce centre va permettre de donner accès à 20 000 produits en permanence, alors qu'aujourd'hui, vous en avez 4 000. Donc ça va être vraiment une transformation pour que tous les Québécois, à la grandeur du Québec, de Gatineau à Gaspé, puissent avoir accès à tous les produits, évidemment toujours au même prix. Est-ce que c'est une façon de concurrencer un petit peu les microbrasseries? Parce qu'on a vu, il y a un paquet d'épiceries maintenant qui ont des zones de microbrasseries vraiment très importantes, avec beaucoup de produits et tout ça. Puis au fil des années, je pense que c'est venu gruger un petit peu de votre marché. C'est une façon de concurrencer un peu cette industrie-là? Ou c'est pas en train de s'essouffler? Alors en fait, ils se vendent pour 6 milliards d'alcool au Québec. Nous, la SAQ, on en fait 4. Okay. Ça veut donc dire qu'il y a à peu près chaque année 2 milliards de ventes qui se font en dehors de la SAQ. Vous aimeriez ça à rattraper un peu là-dessus, j'imagine. Exactement. On pense que si on comprend bien les clients et qu'on est capable de bien les satisfaire, ils peuvent acheter des produits sur lesquels la SAQ a eu une activité, parce que cet achat-là, ils génèrent une retombée pour tout le Québec. Donc c'est ce qu'on veut faire, et on n'est pas du tout dans une logique où on veut demander aux Québécois de boire plus. On le voit depuis maintenant 3 ans. La consommation exactement. Le volume de consommation est en légère diminution. Mais les microbrasseries, est-ce que l'âge d'or est pas derrière nous? Puis même après ça, il y a eu l'ère du gin, mais là, ça, c'est payant pour vous parce que c'est les SAQ qui les vendait. Là, c'est les prêts à boire. Bref, j'ai l'impression que les microbrasseries, même dans les épiceries, ça commence à occuper moins de place quand même. Les goûts évoluent beaucoup. Nous, sur nos catégories, on le voit, le vin blanc continue à être en très forte croissance. On voit le moment arriver où le vin blanc va dépasser le vin rouge en termes de vente. On est quasiment là. Il y a effectivement un gros engouement sur les prêts à boire. On le voit aussi sur les produits faibles en alcool, donc les produits sans alcool que nous on vend. Les produits légers en alcool, des vins qui sont entre 7 et 8 degrés d'alcool. On voit aussi une très forte croissance sur ces catégories-là. On voit des croissances
sur les soju. Donc, c'est aussi notre métier à nous que quand on parle de variété et de grandes variétés, c'est exactement de ça dont on parle. S'assurer que nous, on fait évoluer notre offre pour être, je dirais, en phase avec ce que les clients recherchent. Qu'est-ce qui se passe avec les produits américains, M. Farcy? Là, je comprends qu'il n'y a pas d'intention du gouvernement de racheter des produits américains. Mais est-ce qu'il y a encore une quantité actuellement de vins californiens, de produits américains qui dorment dans des entrepôts? Je sais qu'il y en a une partie qui avait été donnée à des bonnes œuvres et tout ça, mais est-ce qu'il en reste encore qui dort dans les entrepôts? Alors, on a effectivement, à l'automne dernier, pu faire des dons pour certaines opérations afin d'éviter la destruction de produits. On a également eu l'autorisation de revendre des produits qui pourraient se détériorer d'ici à mars 2027. C'est à peu près l'équivalent de 8 à 9 millions de dollars de stock. Présentement, qui sont encore là. Qui sont en train d'être vendus d'ici à mars 2027. Okay. Ça veut dire qu'il reste à peu près 19 millions de dollars de stock dans nos entrepôts sur lesquels on n'a aujourd'hui pas l'autorisation de les revendre. Vous feriez quoi avec ça si c'était vous qui... je pense que c'est le premier ministre Legault là, qui... De ce que j'ai compris, qui avait comme pris cette décision-là, vous, avez-vous une certaine indépendance là-dessus? Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu une décision politique qui a été prise. Évidemment, nous, on la respecte. On ne fait pas de politique à la SAQ. Et on se félicite, en revanche, qu'on ait pu trouver les moyens de s'assurer qu'on détruise le moins possible, à la fois en faisant les opérations de dons et commandites, et aussi en étant capable de vendre aujourd'hui à rabais dans les SAQ dépôts et sur SAQ.com les produits avant d'avoir un jour peut-être à être dans une situation à les détruire. Est-ce que ça nuit à vos liens? Parce que la SAQ, je sais qu'il y a même des ambassades de la SAQ dans certains pays. Est-ce que ce boycott-là nuit à vos liens avec les producteurs américains, producteurs de vin, producteurs de spiritueux, etc.? C'est sûr qu'à partir du moment où on ne commercialise plus les produits, les liens sont plus tout à fait les mêmes que ceux qu'on avait historiquement. Mais nous, on voit aussi l'opportunité de se mobiliser pour notre industrie locale, pour être capable de mettre de l'avant les produits du Québec. Et on doit reconnaître qu'il y a eu une très forte croissance ces 2 dernières années des produits du Québec. On s'en félicite. C'est l'opportunité qu'on saisit. On a entendu parler par le passé des fois de la difficulté pour certains produits à entrer à la SAQ. Je trouvais ça vraiment bien cette semaine de voir que Montellier, qui font les eaux gazéifiées là, qu'on aime beaucoup, un produit québécois, même de Québec, c'est Alex Coulombe ici là, qui produit ça. Ils ont développé des nouveaux produits Montellier sans alcool, mais semble-t-il que c'était pas possible pour eux d'entrer à la SAQ parce qu'il y a déjà beaucoup de produits, je pense, là, et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen, quand c'est des produits comme ça, québécois, justement, on veut favoriser l'achat local et tout ça, d'être plus flexible ou... Alors, les produits sans alcool sont des produits qui sont en vente libre au Québec, donc chacun peut décider ou non de les commercialiser. Nous, historiquement, on a plutôt pris des produits qui étaient parmi les portefeuilles de produits de nos partenaires historiques, donc des gens qui font aussi des produits alcoolisés, qu'ils ont désalcoolisés pour être capables de faire des vins sans alcool ou des spiritueux sans alcool. C'est comme ça qu'on a vu cette catégorie-là, mais on regarde tout ce qui se passe et dans le futur, c'est une catégorie dans laquelle on voit une croissance et on veut continuer à nourrir cette croissance. C'est à la fois un levier d'affaires, c'est aussi un levier pour être un commerçant responsable. Donc, on s'interdit rien. À quoi on doit s'attendre? Je reviens encore à votre plan stratégique 26-30. À quoi on doit s'attendre sur les prix? Parce que, la devise canadienne reste assez faible. Par contre, j'ai remarqué votre section de vins à petit prix qui est très intéressante. Honnêtement, il y a encore des vins à 9 10 qui sont intéressants. Évidemment, ce pas des grands crus, mais on sait ce qu'on achète quand on achète ces vins-là. Est-ce qu'il y a une volonté de garder les prix bas ou est-ce qu'on doit s'attendre à des hausses de prix dans les prochaines années à la SAQ? Alors, c'est sûr qu'on veut s'assurer qu'il y ait toujours une grande variété de prix, donc que vous puissiez toujours trouver des vins à petit prix. Parfois, les vins à petit prix, les fournisseurs ont des pressions sur leur coût de production, les prix augmentent. Si c'était le cas, on rentrerait à nouveau des vins plus, je dirais, à plus petit prix. Donc, on veut s'assurer d'avoir cette bonne variété. On reconnaît aussi que dans le contexte international, il y a beaucoup de pression sur les coûts de fabrication, il y a aussi beaucoup de pression sur les coûts de transport, des pressions sur les coûts de change, vous l'avez dit également. Donc tout ça sont des éléments qui existent, on les considère. Et donc il est effectivement probable que des augmentations existent, mais on veut s'assurer qu'on est toujours bien placé, notamment par rapport à nos homologues canadiens, qu'on regarde de près pour que ce soit toujours intéressant de magasiner à la SAQ. Ça ressemblait à quoi les hausses dans les dernières années? Il me semble qu'il y a quelques produits de référence, ma référence à moi, là, les produits que j'apprécie, que j'aime bien,
que j'ai quand même observé des bonnes augmentations dans les dernières années. Est-ce que c'est par catégorie, par fourchette de prix? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, sur les prix peuvent augmenter parce que les producteurs nous augmentent les coûtants et donc nos marges augmentent, enfin le prix augmente de manière mécanique quand le fournisseur augmente ses coûtants. Ça peut être un premier levier. Un deuxième, ça peut être que la SAQ revoit ses marges pour les augmenter sur les produits. De 2017 à 2023, il n'y a pas eu d'augmentation sur la majoration de la SAQ. Ensuite, on a augmenté la majoration, on a revu la majoration tous les ans, mais on a protégé la première année les vins à moins de $15 et la deuxième année les vins à moins de $12. Donc on est toujours attentif à s'assurer que cette augmentation-là soit la plus faible possible, tout en étant capable de reconnaître que nos coûts à nous depuis 2017, ils ont quand même progressé. Les salaires augmentent, les loyers augmentent, l'énergie augmente, les taxes augmentent parfois. Donc on se doit d'être capable de répondre aussi à ces augmentations-là. On en est où avec la livraison? Avec Uber, entre autres. Puis, je vais prendre mon exemple. Moi, je pourrais être un bon candidat à ça, faire livrer. Pourtant, je n'ai pas fait livrer encore depuis que ça existe. On en est où avec tout ça? Êtes-vous encore avec Uber? C'est quoi les plans là-dessus? Alors, il y a plein d'offres pour vous pour la livraison. Oui. Bon, la première, c'est que vous pouvez vous faire livrer en succursale. C'est gratuit quand vous faites une commande de plus de $75. Entre 3 et 5 jours. 3 à 5 jours. Pour des régions très éloignées, ça peut être un petit peu plus que ça. À Québec, 3 à 5. Exactement, 3 à 5. Vous pouvez aussi, on vient de lancer ça il y a un mois maintenant, vous pouvez vous faire livrer à date choisie. Donc, à la maison. Évidemment, vous savez que vous télétravaillez jeudi de la semaine prochaine. Vous voulez que la commande arrive le jeudi parce que c'est le moment où vous êtes à la maison. Ça, c'est une nouvelle option qu'on vient de... Via la SAQ. Via la SAQ, effectivement, et avec tout le choix de SAQ.com. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième, où nous sommes en pilote sur l'île de Montréal, c'est via Uber Eats. C'est une livraison de dépannage, 150 produits uniquement. C'est essentiellement pour vous êtes mal pris. Les méchants américains, M. Farcy. Voyons donc, Uber Eats, une méchante compagnie américaine. Alors en fait, quand on a fait l'appel de proposition, on a dû arriver au constat qu'il n'y avait pas d'entreprise canadienne qui était capable d'offrir ce service, à la fois d'avoir une plateforme de commande et la capacité à livrer relativement vite. S'il y a une entreprise canadienne qui se lance dans ce service, on va travailler avec elle avec beaucoup de plaisir. Est-ce que ça pourrait sortir de Montréal bientôt? Alors, on veut s'assurer qu'on fait bien les choses. On a entendu tout type de commentaires. On veut s'assurer de ne pas se précipiter, de bien apprendre. Il y avait des questions sur l'éthique de vente. On veut s'assurer que le partenaire soit bien saisi de ça, comme dans les zones SAQ d'ailleurs. Donc on va regarder ça. On s'est dit qu'on ferait un pilote au milieu de l'été. Donc on est exactement dans ce timing-là. On profite de votre présence en studio. On fait un bon tour de roue, M. Farcy. La consigne. Oui. On a vu l'élargissement de la consigne à peu près tous les produits, là, tout ce qui est embouteillé. Les bouteilles de vin, ça va venir aussi. Est-ce que ça va devenir obligatoire pour les consommateurs d'aller consigner leurs bouteilles? J'imagine que la SAQ veut rien avoir avec avoir affaire avec tout le processus. Là. Ce ne sera pas, j'imagine, géré à l'interne. On fait partie du mouvement. Vous voyez sans doute des points de collecte, consignation apparaître un petit peu partout au Québec, dans les environnements. C'est un organisme de gestion désigné par le gouvernement qui s'appelle l'AQRCB qui gère ce système-là. En mars 2027, le verre sera consigné ainsi que le carton multicouche. Donc le carton de lait, de jus. Donc ces deux matières vont être consignées à partir de mars 2027. Donc quand vous passerez à la SAQ, vous allez payer une consigne en tant que consommateur, et quand vous allez ramener le produit dans les consignations ou dans les points de collecte, on vous remboursera cette consigne. Ça va être combien, la consigne? Est-ce qu'on le sait? Pour nous, pour le verre, ça va être 25 sous pour les bouteilles régulières. OK. Dans votre plan stratégique, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir sur l'expérience? Autrement dit, est-ce que la SAQ de demain, dans 5 ans, va changer? Est-ce que l'expérience risque de progresser? Là, j'ai vu qu'il y a des offres ciblées maintenant aussi là, qu'on peut recevoir, personnalisées. Qu'est-ce qui s'en vient là-dessus? Alors, sur l'expérience, évidemment, c'est à la fois, ça va reposer sur SAQ Inspire, qui permet de s'assurer qu'on vous parle de choses qui vous intéressent en tant que client. Donc ça va évoluer. Nos équipes sont maintenant dotées d'un outil qui leur permet de consulter votre profil, de vous faire toutes les références nécessaires, en plus de leur connaissance évidemment des produits. On revoit aussi l'organisation de nos succursales pour que les produits qui sont mis à disposition dans les succursales soient plus adaptés à la zone dans laquelle les succursales sont implantées. On revoit également, comme je vous l'ai dit, la disponibilité des produits. Demain étant 2028-2029, nos conseillers pourront vous conseiller sur les 20 000 produits disponibles sur SAQ.com et vous apporter ce service incroyable sur la variété d'offres, pas uniquement dans les catégories historiques, mais aussi dans les nouvelles catégories, faible en alcool, léger en alcool dont on parlait. De façon générale, M. Farcy, est-ce que la SAQ n'est pas condamnée en quelque sorte à
éventuellement revoir un peu son modèle d'affaires. Ce que j'ai en tête, c'est les nouvelles recommandations là, de santé qui ont été faites il y a 1 an, 2 ans, où là, vraiment, c'est rendu on dit pratiquement qu'un verre d'alcool par semaine, c'est mauvais pour la santé. On voit que les jeunes boivent de moins en moins. Est-ce que ça va devenir inévitable que la SAQ ne pourra pas ramener les mêmes dividendes, n'aura pas la même implication sociale en termes de commandite des vêtements majeurs, parce que ça va devenir quelque chose, pas de tabou de boire l'alcool, mais que notre perception change tranquillement pas vite par rapport à l'alcool. Bref, est-ce que le modèle est appelé éventuellement à changer, vous pensez? Au cœur de notre modèle, depuis 105 ans, il y a cet équilibre entre à la fois satisfaire les clients et travailler pour le bien du Québec, pas uniquement le bien financier. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN. La question qui est devant nous, c'est comment cet ADN-là s'exprime en 2026, en 2027, en 2028, en 2029 et en 2030. C'est exactement ce qui est au cœur de notre plan stratégique. Moi, j'y crois. C'est un modèle que j'ai découvert il y a de ça maintenant une quinzaine d'années quand je suis arrivé au Québec. C'est un modèle que j'ai envie de défendre parce que je pense que c'est un actif pour tous les Québécois. C'est une belle société dont on doit avoir la fierté. Et on fait la fierté du Québec partout quand on rayonne sur la planète. Donc, j'y crois beaucoup. C'est un nouveau départ parce que le monde évolue, mais la SAQ a toujours fait preuve de cette capacité à s'adapter. En terminant, M. Farcy, je l'ai dit même à M. Legault que je m'ennuyais du vin de Napa Valley, les bons vins de la vallée de Napa, le mousseux de Napa aussi, les vins de l'Oregon. Je m'ennuie de ça. Je vous le réitère à vous aussi, mais en revanche, c'est quoi votre vin québécois préféré? Mettons, vous avez là, un vin québécois là, à me suggérer pour remplacer le vin américain. Là. Monsieur Farcy, il boit quoi, lui, comme vin québécois? Alors, écoutez, moi, je veux pas faire de jaloux, je veux pas en citer un plus que les autres, mais je découvre les vins québécois, je les aime tous. Dans les rouges, il y a aussi même les rouges? Il y a de très belles découvertes à faire parce que les vins rouges québécois sont des rouges un peu plus légers, un peu plus dans l'air du temps d'ailleurs de ce que ils sont jeunes un peu, Québécois. des fois aussi, je trouve, ça goûte. Non, il y a vraiment de très belles innovations et je le redis, le terroir québécois regorge des expressions des vignerons québécois et des distillateurs québécois aussi, parce que j'aime bien quelques spiritueux québécois également. Donc j'en découvre beaucoup, j'ai plaisir à les voir, et on aura bientôt, début juin, une opération pour la journée des spiritueux québécois, un peu comme on a le 12 septembre, la journée de j'achète un vin québécois. Donc je donne rendez-vous à tous vos auditeurs dans une succursale proche de chez eux pour aller découvrir les produits. Puis on n'est pas obligé d'attendre le 6 juin et le 12 septembre, on peut y aller dès maintenant. Merci beaucoup, M. Farcy, d'être passé. Merci pour votre accueil. Jacques Farcy, qui est le PDG, président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec.